retour sur le plateau du Grand Direct. Donc on va s'intéresser ce soir dans notre débat aux relations entre Israël et ses alliés traditionnels, les États-Unis et l'Europe, l'Union européenne. On a vu que ce n'était pas si simple ces derniers jours, notamment lorsqu'on en a assisté au compte-rendu dans la presse de la conversation téléphonique entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama. On en parle avec Danny Louz. Bonsoir, vous êtes juriste diplômé de sciences politiques. Merci d'être là, bonsoir à vous. Bonsoir. Et Moshe Benaroche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en relations internationales à l'université d'Ariel en Israël. C'est exact. Alors, Barack Obama donc, et Benjamin Netanyahou qui visiblement n'entretiennent pas les meilleures relations. Est-ce que ça suffit selon vous à dire qu'aujourd'hui, Israël et les États-Unis ont une relation moins amicale, moins conviviale que par le passé, ou c'est simplement un problème de personne ? Il faut savoir que les relations entre les États-Unis et Israël sont basées sur des liens qui sont très très profonds. C'est des liens qui existaient avant Barack Obama et qui vont exister après Barack Obama. C'est des liens qui existaient avant Benjamin Netanyahou et qui existeront après Benjamin Netanyahou. C'est des liens qui ont survécu à Jimmy Carter et Menachem Begin et ils survivront à Barack Obama et Benjamin Netanyahou. Moi, ce que j'ai appris de cette petite dispute sur le sujet iranien, c'est que même lorsqu'on a des buts qui sont similaires, puisque les États-Unis et Israël, les deux veulent que les Iraniens n'aient pas d'armes nucléaires, la stratégie peut des fois être différente. Et d'après moi, c'est parce qu'on est moins prêt ici en Israël à prendre des risques, puisqu'on est vraiment en première ligne. Et donc, des fois, il y a des risques que nous ne sommes pas prêts à prendre, que les Américains, eux, oui, sont prêts à prendre. Parce qu'ils sont plus loin. Parce qu'ils sont plus loin et parce qu'ils ne sont pas en première ligne, ouais. Exactement. Et donc, ce que moi j'apprends de ça, c'est que vraiment Israël doit savoir qu'en fin de compte, elle doit pouvoir se défendre soi-même. Même si on a des très bons amis, et les Américains sont vraiment des très bons amis, comme j'ai dit, nos liens sont très profonds. En fin de compte, ils vont savoir qu'on doit pouvoir aussi se défendre à soi-même sans être dépendant d'autres nations. Ouais. Monsieur Benaroche, vous trouvez moi, je suis un petit peu plus sceptique quant au lien entre Israël et les États-Unis. Je vais vous donner un exemple. Dans les années 50, Shimon Peres, alors ministre de la Défense, et Bourges Monoris, donc son homologue français, étaient comme de la roue en foire. On connaît tous les liens de la France et d'Israël, la livraison d'armes, etc., l'opération de Suez en 56, et puis brusquement ça s'est interrompu en 67. Donc en fait c'est une question de réel politique. Pour l'instant ça plaît aux Américains de nous soutenir. Qui peut savoir si dans quelques années la situation ne va pas changer, mais je pense pas qu'il faut dramatiser pour autant, dans le sens où je pense que c'est très bien de poser certaines limites et puis de montrer au gouvernement israélien qu'on n'est pas totalement dépendant des États-Unis. C'est allé un peu loin quand même, non ? Parce qu'on a vu quand même Benjamin Netanyahou se permettre d'employer des mots très forts et ça n'a pas plu à Barack Obama, on l'a vu, qui lui a répondu assez sèchement dans un discours. Est-ce qu'on peut tous se permettre, sous contexte qu'on est de vieux alliés, de vieux amis avec les États-Unis ? Il faut se rappeler que Benjamin Netanyahou a tout misé sur la question iranienne. Il s'occupe presque plus des sujets économiques en Israël, même si il était ministre de la Finance et son grand sujet c'était le sujet économique. Et même sur la question des Palestiniens, il a donné ça à Tzipi Livni et à son conseiller Molcho, mais quand même il s'est un peu éloigné de cette question et il a tout misé sur les Iraniens et maintenant ça a l'air d'une grande défaite pour Netanyahou. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelques différentes choses qui auraient pu être pires si Netanyahou n'avait pas intervenu, mais quand même ça a l'air d'une très grande défaite pour Netanyahou. Alors je le comprends qu'il soit un peu frustré, mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, en relations internationales c'est pas une assez bonne raison d'être frustré pour commencer à crier. Il faut savoir faire les choses diplomatiquement et c'est possible qu'il soit allé un peu trop loin. Ouais. Monsieur Benaroche, vous trouvez qu'il est allé un peu loin aussi ou pas ? Oui, c'est d'autant plus vrai que la République est d'autant plus cinglante que je pense qu'on est en train de devenir plus ou moins une espèce de république bananière. En fait, on voit que Barack Obama recommande au Premier ministre israélien de modérer ses critiques. En fait, il s'ingère totalement dans la politique interne israélienne. Et puis, on voit qu'il n'y a pas tellement de réaction de la part du ministre israélien, du Premier ministre israélien. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Chacun s'occupe de ses propres intérêts. Obama, bon, il a envie de marquer de son empreinte l'histoire américaine, puis l'histoire mondiale. Benjamin Netanyahou, de son côté, ce qui l'intéresse, c'est le programme nucléaire iranien. Donc, à trop dépendre des États-Unis, on finit par être complètement sans on voit bien qu'il y a deux directions différentes qui sont prises par les Américains et par les Israéliens sur ce dossier. Évidemment, les Israéliens sont très hostiles à l'Iran, puis on voit que Washington envisage peut-être de renouer des relations commerciales assez fortes avec l'Iran. Ça va poser un problème ou pas, selon vous ?
comme je l'ai dit, Benjamin Netanyahu a tout misé sur cette question. Et donc, si ce sera toujours Benjamin Netanyahu et Barack Obama, alors ça risque vraiment de poser des problèmes sur ce point, puisque Benjamin Netanyahu, lui, est très clair. Il ne veut pas d'armes nucléaires. Et d'après moi, il sera prêt même à faire ce qu'il a besoin pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires. Vous pensez qu'il peut frapper militairement l'Iran tout seul ? Je n'ai pas de secret d'État, mais je pense qu'il serait prêt à aller jusqu'à là parce qu'il a tout misé sur cette question. Moi, je pense que ça peut être une très bonne opportunité pour Israël de diversifier en fait ses alliés. On voit que ça va un petit peu moins bien avec les États-Unis. C'est peut-être l'opportunité donc justement de voir du côté de la Chine, du côté de l'Inde, qui sont des puissances qui sont de plus en plus émergentes et qui d'ailleurs ne sont pas totalement anti-israéliennes, anti-sionistes. De voir donc et de prospecter dans ces régions-là. Ouais. Pour ce qui est de l'opération militaire, je pense que Netanyahou a fait son deuil de l'appui américain et qu'il fera ça s'il le juge bon. Je ne suis pas dans ces petits papiers. Bon, ça, on suivra ça. Alors justement, vous avez parlé des nouveaux alliés possibles, ou en tout cas de retrouvailles peut-être avec d'autres plus anciens. On a vu par exemple que François Hollande est venu, le président français, il y a quelques jours en Israël, que ça s'est très très bien passé. Bon, et ça n'empêche pas quand même que l'Union européenne prenne des décisions parfois contraires à Israël. Est-ce que l'Europe, pour vous, reste aujourd'hui un allié aussi important pour Israël ? Il faut différencier entre l'Europe, les États dans l'Europe et l'Union européenne, qui est souvent dirigée non pas par les politiciens mais par une bureaucratie qui est très très puissante et qui est très hostile à Israël aussi. Et c'est pour ça qu'on entend parler toujours d'idées de boycott et de sanctions, et aussi des guidelines, comme on les appelle, il y a quelques mois, qui font des problèmes jusqu'à aujourd'hui. On sait très bien avec l'accord de Horizon, le programme Horizon, qui a été finalement signé, mais ça fait plusieurs problèmes. Le problème, d'après moi, c'est plutôt avec la bureaucratie. Si on regarde les liens commerciaux entre l'Europe et Israël, ils sont très forts. Et il y a plusieurs États qui n'étaient pas connus comme des amis d'Israël, qui aujourd'hui se déclarent plus amicales envers Israël. Et donc, je suis positif envers l'Europe, mais il y a un problème avec la bureaucratie de l'Union européenne, et il faut gérer ça. Monsieur Benaroche, sur les relations avec l'Europe, alors ? Vous savez, on a tendance à dire que le Moyen-Orient a sa propre logique. Moi, je pense qu'elle est surtout basée sur les intérêts propres de chacun. Il y a beaucoup de poudre aux yeux dans le Horizon 2020 des Européens. Il faut savoir que l'Europe a toujours commercé avec Israël et avec les territoires, ce qu'on appelle les territoires derrière la ligne verte, et puis continuera à le faire parce qu'il y va de l'intérêt des uns et des autres. Donc je ne pense pas qu'il y ait matière vraiment à s'inquiéter. Même si là, ils avaient pris quand même dans ce document une position très claire, c'est-à-dire que pas d'aide pour toutes les entreprises, tous les laboratoires qui étaient situés au-delà des frontières. Ça, c'est ce qui est dit 67. officiellement, c'est ce qu'on essaye de faire croire à l'opinion publique européenne ou de certains pays dans l'Union européenne. Au final, il y a toujours des accords, il y a toujours de la coopération scientifique, économique, etc. Donc, ça a toujours existé, ça existera toujours. C'est pas, je pense, les Européens voient parfaitement leur intérêt dans la continuation des échanges économiques. Le problème israélo-palestinien, bon, à un certain point, il n'entre plus en ligne de compte. Vous pensez vraiment que ce dossier-là ne va pas empoisonner quand même les relations avec l'Europe tant qu'il ne sera pas réglé ? Moi, j'ai juste envie de dire, il a dit qu'on ne doit pas s'inquiéter. Moi, ce qui m'inquiète, il y a quelque chose qui m'inquiète dans ce sujet de Horizon, c'est que à chaque fois qu'Israël marque une ligne rouge, en fin de compte, elle finit par la dépasser. Elle a dit on ne signera jamais d'accord où on fera une différence entre les Juifs qui habitent d'un côté de la ligne verte et ceux qui habitent de l'autre côté de la ligne verte. Et aujourd'hui, ils sont prêts à signer un accord qui, en fin de compte, c'est exactement ce qu'il y a écrit dans l'accord, même s'il y a de la poudre aux yeux. Et ça fait du mal à la crédibilité israélienne, et ce mal que ça fait à la crédibilité israélienne, il a des répercussions aussi sur d'autres sujets comme l'Iran. Ça a des répercussions aussi, on se rappelle bien de la ligne rouge en Iran, alors ça a des répercussions aussi sur la crédibilité que Benjamin Netanyahu a quand il dit il y a une ligne rouge aussi pour l'Iran. Ça a des répercussions aussi sur les négociations avec les Palestiniens, et ça m'inquiète. Donc vous voulez dire que Israël aujourd'hui est affaibli et sous pression, on va dire, de la communauté internationale, et du coup accepte des choses qu'il n'aurait peut-être pas acceptées il y a quelques années ? Je suis parfaitement d'accord avec Dan pour ce qui est de la ligne rouge. On voit ce que ça a donné avec François Hollande et Obama sur le problème syrien, sur l'utilisation des gaz chimiques. Il ne faut pas
mettre de lignes rouges si on n'est pas sûr de s'y tenir. Et c'est ce que Netanyahou essaye de faire, bon, à part avec le problème iranien, où là, vraiment, il n'a pas le choix. Il faudrait qu'il fasse très très attention avant d'apposer une ligne rouge, parce que qui peut savoir quand elle va être franchie. Ouais, mais là en l'occurrence sur l'Iran c'est très compliqué de savoir. Même les experts aujourd'hui ont du mal à dire si l'Iran est proche d'une bombe nucléaire ou pas. Et certains ont tendance à dire que Netanyahou a peut-être exagéré la chose. Est-ce qu'il a eu tort à votre avis d'aller dans cette direction-là ? Moi, je n'ai pas d'informations pour savoir vraiment à quel point l'Iran est proche d'une bombe nucléaire, mais c'est clair qu'en tant qu'Israélien, moi aussi, je ne veux pas de bombe nucléaire en Iran parce que c'est un danger. Mais est-ce que le discours de Netanyahou n'effraie pas trop sur ce dossier du nucléaire ? Est-vous ne disiez pas à un moment, bah oui, mais est-ce qu'il ne va pas un peu loin quand même en disant que l'Iran va rayer de la carte Israël demain si on les laisse... Mais ce n'est pas Netanyahou qui le dit, c'est les dirigeants de l'Iran eux-mêmes qui le disent. Ouais, enfin, lui, il le dit aussi quand même. Oui, ouais. Il le rappelle, mais c'est les dirigeants de l'Iran qui le disent. Et donc, je ne pense pas qu'il est allé trop loin. Encore, quand on parlait de l'accord avec l'Iran, j'ai dit qu'il y a quand même certaines choses qui ont changé dans l'accord grâce à l'intervention de Netanyahou. C'est possible qu'il a utilisé un langage qui était un peu trop... on peut dire hystérique un peu dans ces dernières semaines lors des négociations pour cet accord, mais la ligne de pensée qu'il a eue depuis le début de son deuxième mandat, son premier dans les deux derniers, sa ligne, je pense pas qu'elle était exagérée, je pense que c'était une très bonne ligne. Moshe Ben Harosh, sur ce discours qui était très inquiétant quand même, toujours, de Netanyahou. Vous savez, en relations internationales, il y a 3 niveaux d'équation. Il y a l'intérêt parfait de l'État. Quel est l'intérêt d'Israël ? C'est que l'Iran n'attaque pas Israël avec une bombe atomique. Il y a ce qu'on veut laisser entendre, donc la politique qui va être menée, c'est-à-dire que restreindre le développement de l'arme nucléaire par les Iraniens. Et puis il y a ce qu'on veut faire comprendre au monde, c'est donc le 3e niveau, l'arrêt total de toute activité nucléaire en Iran. Donc il faut comprendre que si l'intérêt absolu d'Israël, c'est que les Iraniens n'attaquent pas Israël, on est obligé d'augmenter la menace pour, au final, revenir au minimum requis, c'est-à-dire que les Iraniens n'attaquent pas. Donc Netanyahou est obligé de demander l'arrêt total de toute activité, même si elle est civile, pour qu'au final, il obtienne l'arrêt de l'activité militaire, en fait. C'est une histoire de négociation. Oui. D'accord. Mais bon, alors, ça veut dire que les Occidentaux, notamment les Américains, sont dupes sur ce dossier, ou est-ce qu'ils pensent d'abord à leurs intérêts commerciaux, comme on le voit avec ce qui se profile côté américain? Moi, ce que je pense, c'est vraiment qu'ils ont ils évaluent les risques de manière différente parce qu'ils savent que nous, on est en première ligne. Ouais. Le danger est plus grand pour nous qu'il est pour eux. Et donc, ils ont des différentes calculations, mais eux aussi ne veulent pas d'armes nucléaires en Iran. Les relations internationales, en fin de compte, on n'a jamais de 100% sûr. C'est toujours une question de risque. Et il faut évaluer les risques. Et eux, ils les évaluent un peu différemment que nous parce qu'ils ont moins de risques, vraiment. Vous avez l'impression qu'Israël a une image qui s'est détériorée sur la scène internationale depuis quelques années, en disant maintenant peut-être c'est un pays qui veut trop souvent peut-être s'immiscer dans des négociations comme on l'a vu là à Genève? Je pense que oui, parce qu'il faut comprendre que les États-Unis et l'Europe ont des intérêts très très puissants en dehors d'une attaque iranienne possible, même sur leur propre territoire. Obama, il veut marquer de son empreinte la présidence américaine. Les Européens veulent continuer ou développer les accords économiques avec l'Iran. Donc le problème iranien militaire, il est présent, mais dans les chancelleries uniquement. L'opinion publique en Europe ou aux États-Unis est beaucoup moins sensible à la menace d'une attaque nucléaire de l'Iran. Donc on ne parle pas au même niveau entre Israël et puis les puissances occidentales. Donc oui, Israël a tendance à faire passer pour le type qui crie au loup tout le temps, mais il faut comprendre que c'est le plus menacé dans l'histoire. Bon, que va faire Netanyahou là pour s'occuper maintenant qu'il y a un accord intérimaire qui est trouvé et que forcément il ne va rien se passer pendant au moins 6 mois? Vous pensez qu'il va se recommettre sur le dossier palestinien? Non, je pense qu'il va continuer à pousser sur le dossier iranien. Le jour après que l'accord a été conclu, ils ont annoncé qu'il y a un accord, Naftali Bennett est allé à la télé, a mis un statut sur Facebook et il a dit on continue. Et il était interviewé juste après sur Sky News. Alors je pense qu'ils vont continuer parce que c'est vraiment le dossier le plus important aujourd'hui pour Israël.
C'est aussi votre avis, Moshe Oui, Ben je Haroche, pense aussi avec que là, la stratégie d'Israël? Oui, je pense aussi que c'est là où il doit mettre tout son poids dans la balance pour ce qui est de l'intelligence. Je parle des opérations militaires ou clandestines, et puis surtout de la diplomatie. Essayer de convaincre le maximum de pays, le maximum de dirigeants de ne pas s'arrêter là, de ne pas baisser les bras, et puis de continuer les sanctions, de rester ferme face à l'Iran. Même si c'est une défaite qui est assez cuisante, je pense qu'il a parfaitement compris que son intérêt est de ne pas baisser les bras et de continuer justement à... Merci beaucoup, merci Moshe Ben Haroche, merci Danny Luce d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je recevrai dans une dizaine de minutes justement un spécialiste du nucléaire en Israël, l'ancien général Uzi Elam. Restez avec nous, un nouveau journal à venir.